effectivement une notion peut-être un peu floue sur laquelle on peut revenir, mais en tout cas, c'était pour mettre l'accent sur ces éléments de contexte que tu évoquais aussi, Christophe, à l'instant, hein, et notamment interroger les projets artistiques, les lieux artistiques et culturels dans des contextes, alors qu'ils seront qualifiés un petit peu différemment selon les interventions. Hein. On parle de contexte contraint, on parle de périphérie, on parle également, enfin on mobilise d'autres catégories comme les favelas au Brésil, dont on va parler également dans l'une des présentations. Donc c'était l'idée d'interroger finalement notre sujet, mais au regard de l'inscription de l'art et des lieux artistiques dans ces contextes urbains ou territoriaux, en tout cas marqués par la pauvreté, voilà, par leur situation de périphérie ou d'espace délaissé, par exemple, ces éléments étant évidemment également toujours pris dans des dynamiques sociales, spatiales, politiques, économiques, etc. Alors, je vais commencer peut-être par présenter les intervenantes, mais très rapidement. Et puis ensuite, je vous donnerai la parole à chacune et on gardera donc le temps de questions commun pour l'ensemble de la session, qui sera une discussion entre nous dans le temps d'avant le déjeuner. Alors, on reçoit Michel Ermolenko. Michel, vous êtes titulaire donc d'un master qui porte justement sur la place d'un théâtre dans un quartier de Berlin dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et vous êtes également, vous travaillez également dans un théâtre, donc vous nous direz peut-être quelques mots aussi, mais il s'agit du Théâtre 14 à Paris. Donc vous partagez ce statut de chercheur et d'actrice culturelle sur le terrain. C'est aussi votre cas, Fanny Arnulf. Donc, vous êtes comédienne et doctorante en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et vous travaillez donc sur des terrains à l'étranger, Brésil et Moyen-Orient. Et vous allez précisément donc nous en parler. Et Gaëlle Eumry, vous êtes géographe et doctorante également à l'Université de Tours. Et vos recherches portent sur l'Algérie. Et c'est notamment vous qui avez évoqué cette notion d'art dans un contexte contraint. Et vous allez donc justement nous en parler tout à l'heure. Alors je laisse la parole à Michel pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Moi je vais vous présenter ma recherche qui a duré environ, sur le Master 1 et le Master 2, et qui s'interrogeait sur le théâtre à Neukölln et qui a pour titre le théâtre à Neukölln entre l'art de la représentation et la difficulté de la représentativité, et que j'ai mené du coup au sein de l'UFR Culture et Communication à Paris 8. Voilà, donc de 2019 à 2020, j'ai questionné au sein de mon sujet de mémoire l'empreinte et l'ancrage territorial d'un théâtre de quartier à Neukölln, donc dans la ville de Berlin. Il s'agit plus précisément du Heimathafen. Et ce qui est assez drôle, c'est que Heimathafen en allemand, ça veut dire port d'attache. Donc on retrouve les notions justement de bateau qu'on a pu évoquer ce matin. Alors ce qui m'a poussée à choisir ce théâtre en particulier était tout d'abord son implantation géographique très centrale et notamment sa dénomination de théâtre de quartier. On voit d'ailleurs en petit sous-titre sur Google Maps, quand on tape le nom du théâtre, qu'il s'agit d'un théâtre populaire au vaste programme. Ça en dit pas grand-chose. Et donc, et notamment, le territoire de Neukölln est un quartier où les rapports sociaux de race, de classe et de genre peuvent être exacerbés dans un contexte de gentrification. Et donc, il s'agit en effet d'un espace public hautement conflictuel. Donc, c'est tout d'abord un quartier qui est marqué par la précarité et où les conflits subsistent, surtout quant à la cohabitation entre les personnes fraîchement arrivées et les anciens habitants. Ce qui m'a également intéressée, c'était le pari que s'était fixé l'équipe artistique et administrative du lieu, ainsi que les tutelles qui financent le lieu pour créer un théâtre qu'ils nomment populaire. Donc pour reprendre les mots de la directrice, Inga Lowendorf, elle voulait créer un Not Smart Theater. Donc cette dénomination a posé problème
au sein de nos échanges, puisque du coup on parlait en anglais, donc il y avait quelque chose à requalifier de ce niveau-là. Et donc moi je l'ai traduit par un théâtre ouvert à tous, dans un territoire composé de personnes hétérogènes avec des niveaux de vie qui étaient tout aussi très différents. Et donc je me questionnais aussi plus globalement sur l'investissement du Sénat berlinois dans la culture, en l'abordant comme un point d'équilibre ou un point de départ du déséquilibre justement entre ces différentes populations. Et donc partant de ces interrogations, j'ai voulu questionner les interactions entre le Heimathafen et son territoire, et plus précisément questionner les phénomènes sociaux qu'on retrouve dans l'espace public, et voir si ces mêmes phénomènes sociaux pouvaient être débattus, modifiés ou perpétués au sein d'un théâtre, et donc de ce théâtre-là en particulier. Ainsi, je vais revenir sur ce qu'on appelle l'exception culturelle berlinoise et la situation plus particulière de Neukölln, tout en questionnant la possibilité et les façons pour le théâtre d'être une scène de représentation des populations subalternes et peut-être devenir une arène discursive au sens que l'entend la philosophe Nancy Fraser. Donc, quelques mots donc pour commencer sur la situation du quartier berlinois de Neukölln, pour vous donner une image un peu globale. Donc l'arrondissement de Neukölln se situe au sud-sud-est de Berlin, qui est encore sur la première ceinture ferroviaire de la ville. Et donc pour résumer Neukölln en quelques chiffres, il s'agit d'un des arrondissements les plus grands de Berlin, puisqu'il s'étale sur à peu près plus de 45 km². C'est le 5e arrondissement le plus peuplé, avec environ 322 000 habitants. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des populations principalement turques, yougoslaves et grecques sont venues prêter main forte aux industries allemandes. Et ces populations étaient envisagées comme temporaires. Ils étaient travailleurs invités, Gastarbeiter, comme on dit. Et lors de la chute du mur, ces populations immigrées se sont retrouvées logées vraiment au centre de Berlin, créées par la nouvelle géographie de la ville. Même si ces personnes immigrées bénéficiaient ainsi de la centralité, ces derniers subissent des problèmes économiques et sociaux très importants, notamment depuis les années 90. Leurs conditions sociales et économiques se sont fortement dégradées. On voit d'ailleurs à Neukölln que ces populations sont fortement touchées par le chômage, puisqu'il y a à peu près 20% de la population active à Neukölln qui est sans emploi, alors que la moyenne à Berlin est de 11%. Et ce chiffre augmente encore quand on s'intéresse aux populations actives d'étrangers à Neukölln, qui montent à 34%. Les chercheurs disent que c'est surtout principalement dû à la tertiarisation des activités. Et du coup, en plus d'une situation économique précaire, les populations étrangères installées depuis les années 60 voient se retirer des droits à la fréquentation des espaces publics par l'arrivée des populations beaucoup plus aisées. Donc un changement, par exemple, des commerces, un changement aussi des lieux culturels qu'ils pouvaient fréquenter. Voilà. Donc, et ce brassage de population crée justement un quartier fragmenté, ce qui crée des conflits et des systèmes d'exclusion. Ce qui, au contraire, lie ces différentes populations, c'est la fréquentation du Kiez. Donc, Kiez, ça veut dire quartier en allemand. Et il faut savoir que l'identité qui est liée au Kiez est très très importante, puisqu'on quitte la masse informe dans la ville dans son ensemble pour retrouver un particularisme et une identité propre et forte liée au Kiez. Et ce sentiment d'appartenance se transcrit également dans les actions qui peuvent être menées par les habitants au sein du quartier. Donc il y a un sentiment identitaire qui s'y dégage, qui est d'autant plus fort et qui se matérialise à travers des lieux de sociabilité. Donc comme le montre Boris Grésillon, des cafés, des clubs de jeunes, des assos, des clubs de sport, des théâtres, bibliothèques, etc. Donc à partir de ces éléments, la question qui se pose est de savoir si le Heimathafen peut jouer comme un levier de développement ou de remixité culturelle. Donc Berlin est composé d'un nombre très très important de musées, de salles de spectacle et d'endroits de divertissement, ce qui en fait un lieu très concurrentiel dans son offre culturelle. Et c'est justement, en fait, ces espaces culturels sont partagés entre les scènes in, donc qui trouvent une traduction dans les scènes officielles, et des scènes off, qui sont les squats, principalement les squats, et d'autres lieux. Et donc ce foisonnement de structures, notamment la particularité et l'héritage de la guerre froide, fait de Berlin une exception culturelle, pour reprendre l'expression de Grésillon. L'expression englobe beaucoup plus de choses que ça, mais je m'arrête là pour cette petite partie.
Et donc dans de nombreux quartiers paupérisés, le Sénat a réintroduit des zones favorables ou des zones privilégiées pour la culture. Donc le Sénat de Berlin a réalisé une importante opération de valorisation urbaine à Neukölln en octroyant des baux locatifs à des théâtres, galeries et ateliers d'artistes, dont le but était de changer l'image du quartier dans le début des années 2000. Et donc ces différentes stratégies ont misé sur la force qu'a la culture à générer des images positives, mais aussi la capacité qu'elle a de stimuler la créativité et l'innovation en s'appuyant sur les thèses de Richard Florida et de la Creative City. L'un des dommages collatéraux est que l'implantation de ces lieux culturels modifie l'image des quartiers tout en faisant grimper les prix de l'immobilier, entraînant l'exclusion des populations précaires. Donc le Heimathafen Neukölln est également une commande du Sénat qui détient le bail du théâtre. Aujourd'hui, le Heimathafen Neukölln se présente comme une salle de spectacle, plus précisément une salle de bal, un espace regroupant plusieurs types d'activités culturelles. Et du coup, sur le site du Heimathafen Neukölln, il se décrit de cette manière. Nous voyons Neukölln comme un lieu d'enquête, un décor et une scène que nous utilisons dans les formes les plus diverses. Loin des grands bâtiments de la ville, le Heimathafen reflète la réalité qui l'entoure en réponse à la variété de couleurs, de styles, de genres, de milieux et de cultures en constante évolution. Et donc le lieu offre une programmation musicale, théâtrale et des actions diverses au sein du théâtre qui, selon la directrice, trouve toujours un écho aux choses qui se passent et aux luttes qu'il y a dans le quartier. Donc par exemple, ils organisent pas mal de conférences tout en questionnant la montée de l'AfD, donc du parti extrême droite allemand, au sein du quartier, qui récolte beaucoup de voix. Et donc là, il y a un paradoxe, puisque en même temps, il y a vraiment une volonté pour l'équipe artistique et administrative d'aller vers le quartier, et en même temps, pour prendre du coup, les chiffres de fréquentation de ce théâtre, on voit qu'il n'est pas tant fréquenté que ça par les populations limitrophes. Mais du coup, en dépit de cette volonté affichée, les tensions existent. En effet, le Heimathafen est au cœur de plusieurs dynamiques qui sont de toucher les populations proches du quartier par des actions artistiques, être viable économiquement et avoir l'ambition d'être un théâtre avec un plus grand rayonnement sur le territoire, tout en représentant les populations du quartier et les différentes luttes présentes sur ce même territoire. On voit que, du coup, que la culture, dans ce cas précis, devient un pansement des inégalités socio-économiques. Et toute la question est comment construire un lien avec son public et pas avec une idée d'un public projeté. Et du coup, au cours de ma recherche sur Neukölln, le terme de Parallelgesellschaft, qui est du coup une société parallèle, était souvent utilisé pour parler de la diaspora turque, qui est très présente dans le quartier, notamment parce que ces modes de vie, de consommation, de culte, d'expression sont appréhendés comme différentes de ceux de la société majoritaire. Et donc, dans le débat politique en Allemagne, il s'agit toujours de faire respecter des normes culturelles, de la langue à la religion, en passant par les modes de vie. Et lorsque l'argumentation n'est pas suffisante, on a recours à des racismes culturels. Ce qui m'en vient, en fait, justement, c'est quelque chose que j'ai pu retrouver lors de nos échanges avec la directrice, puisqu'elle me parlait de cette nécessité de la Leitkultur, donc qui serait une culture de base, une culture commune à tous, et qui serait présente dans la mission du Heimathafen, qui serait de justement donner ces mêmes bases à tout le monde, issues du coup des bases que moi j'ai trouvées issues de la culture dominante, notamment à travers des actions au sein du territoire, donc, comme par exemple l'accompagnement de musique et de chant au sein des écoles avec un orchestre symphonique, et aussi le travail, l'ouverture d'un club de jeunes au sein même du théâtre. Et donc le Heimathafen semble de remplir sa mission d'intégration par sa programmation et tente de représenter une population un peu imaginée avec des modes de vie fantasmés, qui ne correspondent pas forcément ou pas en tout cas précisément à la diversité du quartier, j'ai trouvé. Donc on assiste alors à une tension interne au sein du Heimathafen. Comment réussir à soutenir et à offrir un espace de débat nécessaire pour accueillir les luttes de reconnaissance qui sont présentes dans le quartier, et comment offrir la possibilité de s'exprimer et de favoriser les pratiques culturelles diverses. Donc comme j'ai pu le dire précédemment, Neukölln est un quartier conflictuel disposant de nombreuses arènes de débat, surtout soutenues par les acteurs associatifs. Et du coup, le Heimathafen tente lui aussi de participer à ce processus démocratique par la programmation. Et en fait,
effectivement, le Heimathafen se situe comme une arène discursive regroupant des multitudes de publics et où la représentation théâtrale permettrait une suspension des inégalités, à l'image de l'espace public qui est théorisé par Habermas. Il semble au contraire dans une optique d'émancipation de ces populations et des populations en général, la nécessité de lever en fait cette suspension et de les thématiser de façon explicite dans un travail commun, pour que le théâtre puisse être émancipateur et justement pour que la participation de ces contre-publics subalternes ne se résume pas uniquement à une capacité de formuler des propositions dont le contenu est exprimé de façon neutre. Elle implique plutôt la possibilité de faire entendre sa propre voix et donc de construire et d'exprimer simultanément sa propre identité culturelle par des idiomes et son style. Mais également créer un lieu de rencontre et en fait de proposition, de regroupement sur soi pour que en fait, les populations puissent avoir le droit de se retrouver ensemble et aussi de créer des nouvelles choses qui en fait permettraient une émancipation. Malgré cette volonté affichée dans leur description, j'ai plus eu l'impression que ce théâtre, donc devançait, quitte à faire à la place de ces populations, englobant des habitants dans un nous où en fait on n'a pas forcément de lien, comme le montre par exemple la faible fréquentation des populations limitrophes au théâtre. Et donc pour finir, quelle pourrait être la marge de manœuvre au sein de ces institutions ? Donc le Heimathafen est également pris dans une logique marchande. La création artistique est placée dans une logique de concurrence, puisqu'on est sur un territoire très concurrentiel. L'autre constat que j'ai pu faire, c'est que dans une logique hégémonique où la programmation, pour le cas du Heimathafen, prend un peu le pas sur la création, peu de place est laissée au risque. Le Heimathafen ne détient pas une identité propre et cherche à toucher un public de plus en plus large et façonne sa programmation de telle sorte qu'elle soit le plus éclectique possible. Les contraintes économiques viennent s'ajouter à des objectifs politiques. Le Sénat de Berlin ne donne pas systématiquement une subvention permanente à ce lieu. Les théâtres doivent soumettre des projets dont les sujets en tout cas sont souvent orientés en fonction de l'agenda politique. Et donc comme le montrait Chloé Langeard dans une précédente intervention, on passe d'une évaluation artistique et endogène, donc entre soi, à une évaluation exogène et hétéronorme, la culture oui, mais au sein par exemple du développement du territoire, du lien social, etc. Et malgré cette tension, certains projets du Heimathafen, notamment auprès de la jeunesse, sont intéressants et constituent cette marge de manœuvre favorisant l'émancipation. Donc j'ai pris un exemple sur le Active Player Neukölln. Donc c'est ce groupe de jeunes qui a été créé au sein du théâtre. Et donc ça offre la possibilité aux jeunes de réfléchir à leur point de vue sur des thèmes sociopolitiques actuels par des moyens artistiques et de mettre en forme et de rendre visible au public leur création. Cette initiative est gratuite et le groupe se réunit une fois par semaine avec un metteur en scène qui est associé au théâtre. Et cet atelier a donné naissance à 12 pièces dont les titres sont très contemporains et surtout on voit qu'ils sont à l'initiative des jeunes eux-mêmes. Pour vous donner des exemples des productions finales, il y en a qui traitaient de la foi, de l'école, du langage, du transhumanisme, des vampires. Et la dernière pièce en date parlait de la relation vis-à-vis de la pandémie. Nous voyons que face à la diversité des sujets choisis, les jeunes suivent des aspirations de groupe. Néanmoins, au sein des différents spectacles qu'ils ont créés, nous retrouvons souvent le questionnement du vivre ensemble, donc qui, moi, me semble propre au territoire, et de la diversité, parce que 8 des 12 pièces en faisaient mention dans leur descriptif. Et je trouve qu'en donnant la possibilité à ce groupe de jeunes de suivre des thématiques propres et en leur fournissant les moyens humains, techniques, le Heimathafen ouvre aussi une porte vers l'émancipation, tout en fournissant une arène de débat. En conclusion, il est nécessaire pour un lieu culturel de se questionner sur sa pratique et sur sa place. Le théâtre est considéré comme un art appartenant à une classe dominante. Les lieux de temps en temps également sont entourés de cette aura, donc ce qui peut constituer un frein pour les populations pour passer à la porte. Et au sein du Heimathafen, ce questionnement est percuté par des logiques marchandes et politiques. Cela oblige la directrice à jongler avec les différents codes. Elle m'expliquait par exemple que l'été, elle accueillait des mariages, donc elle louait la salle pour pouvoir en fait soutenir une activité financière. Et du coup, ce théâtre politique dont parle la directrice est également maladroit puisqu'il essaye de gommer les différences ou au pire ôter la voix des personnes immigrées pour raconter à leur place.
Et au-delà de l'intention de laisser des espaces de parole pour la réception et l'interprétation des œuvres d'art me semble être un outil bénéfique et nécessaire, parce que c'est cette interprétation qui est modifiée par notre propre rapport à la société. Et donc ça rejoint en fait le concept de lecture oppositionnelle développé par Stuart Hall. Et ce sont justement ces conflits et oppositions au sein des théâtres qui nous permettront d'y construire des espaces démocratiques. Voilà. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour toutes ces questions que soulève ce terrain et la manière dont tu l'abordes. Je donne la parole à Fanny. Oui, j'arrive. Alors je travaille plus sur PC depuis longtemps, je sais plus comment ça marche. Je sors de là, non? Tu peux sortir de là comme ça, non? Ouais. Voilà. Et après, ah non, je vais dans ordinateur. Je veux bien un peu d'aide, je suis désolée. Attends, mais j'ai essayé de t'aider. Ah super, désolée. Il y a pas de USB sur votre clé USB du Oui, coup? oui, là j'ai branché ma clé D'accord, USB. ça doit être... Ah oui. Ah voilà, super. Hop là, bah non, plutôt... Ouvrir. Non, USB, hop, non, c'est moi qui fais le ici. Hop. Et là, je vous laisse. Alors. Non mais c'était Lisboa, non? Ah non, ah oui, tu l'avais pas fait, t'as raison. Attends. Voilà. Ok, et là, diaporama. Ouais, parce que j'ai mes petites notes dessus. Et c'est comment? Ok. Juste appuyer sur le snap. Et là, normalement, c'est bon sur l'écran. Magnifique. Ça marche? Ok, super. Alors bonjour à tous et à toutes, donc, je m'appelle Fanny Arnul, je suis donc comédienne et doctorante en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Je ne travaille pas exactement sur la question des lieux artistiques, mais je réalise une thèse actuellement sur le théâtre comme outil de résistance, de lutte pour la reconnaissance. Donc on a des approches très similaires dans des espaces qui sont marginalisés et violentés. Et dans le cadre de cette thèse, je compare des groupes de théâtre dans les favelas au Brésil et dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Là, je vais vous parler uniquement du Brésil et en particulier d'une recherche que j'ai réalisée en 2018-2019, une enquête de terrain de 6 mois, où donc j'ai réalisé des observations participantes et des entretiens semi-directifs, mais aussi un film documentaire, dans un complexe de favela dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ma problématique de recherche à ce moment-là était de comprendre comment le théâtre peut être un outil de lutte pour la reconnaissance dans des espaces marginalisés et violentés. Je vais beaucoup parler de marginalité, de marginalisation socio-spatiale. Donc j'ai simplement mis l'approche sur laquelle je m'appuie en majeure partie, qui est donc une approche qui tend à prendre en compte une position géographique, mais aussi un état social, ce qui est pertinent dans le cas des favelas. Alors, je ne vais pas pouvoir faire l'économie d'une petite contextualisation, je vais essayer d'être rapide, mais je pense que c'est important pour comprendre les enjeux actuels des espaces artistiques dans les favelas. Donc les premières favelas apparaissent à la fin du 19e siècle, mais c'est vraiment dans la première partie du 20e siècle qu'elles vont se développer à Rio. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le pays connaît sa période d'industrialisation. Et cette période s'accompagne d'un exode rural sans précédent qui va créer des crises du logement très importantes dans les grandes villes. Les populations qui arrivent sont en majeure partie des populations noires, pauvres et rurales, beaucoup d'anciens esclaves. Et tout ça pour dire qu'elles ne vont pas avoir droit aux droits fonciers quand elles vont arriver dans les grandes villes. Et donc elles vont s'installer soit dans ce qu'on appelle des cortiços, qui serait l'équivalent des squats actuels, donc qui sont des logements qui se trouvent au cœur des villes, dans lesquels les familles vont cohabiter, des logements extrêmement précaires. Et puis, comme on le voit sur cette photo, qui est le Morro de la Providencia, certaines familles vont commencer à construire des baraquements sur les morros, donc qui sont ces fameuses collines qu'on voit sur toutes les cartes postales de Rio, et donc apparaissent les premières favelas.
Seulement, évidemment, ça ne plaît pas du tout aux autorités locales et aux pouvoirs publics qui vont décréter que toute cette population amène un nombre considérable de maladies dans la ville. Et donc, c'est vraiment sur des critères hygiénistes que les autorités locales vont mettre en place des campagnes d'expulsion. Et donc, il va y avoir des vagues d'expulsion à ce moment-là, autour des années 60-70. Et toute une partie de la population va être expulsée et amenée aux périphéries des villes, aux marges de la ville. Et donc, vont être obligées de construire, avec ce qu'elles ont sous la main, des baraquements sans accès à l'eau, à l'électricité, ni aux services de gestion des eaux usées ou des déchets. Je dis ça parce que c'est des problématiques qui sont encore actuelles aujourd'hui. Je passe rapidement, mais le retour à la démocratie en 86 laisse espérer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plans d'urbanisation qui sont mis en place pour repenser les frontières socio-spatiales dans la ville, essayer de détruire cette séparation entre ville formelle et ville informelle. Mais voilà, pour le dire rapidement, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en place. Et donc, on a cette frontière, cette séparation qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. L'absence de l'État dans les favelas en termes d'aide à la population et de développement des infrastructures a mené à la création de réseaux de solidarité et d'entraide et aussi à la création d'une économie parallèle qui va entre autres se baser sur le narcotrafic. Et c'est vraiment sur ça que va se construire tout un discours de criminalisation des favelas et de leurs habitants qui est encore présent aujourd'hui. Donc de 86 à aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'on a un contexte qui est très très différent d'une favela à une autre, donc c'est compliqué de généraliser, mais quand même pour beaucoup de favelas, on est dans cette dichotomie entre une absence de l'État dans ses devoirs premiers et en même temps une surprésence de l'État dans la lutte contre le narcotrafic. Cette surprésence, elle prend forme via des opérations policières qui, dans certaines favelas, sont extrêmement intrusives, violentes et meurtrières. Donc on a jusqu'à aujourd'hui un processus de criminalisation, de stigmatisation sociale, raciale, spatiale, toujours présent. Donc moi j'ai travaillé dans un complexe de favela qui s'appelle le complexe de la Marée, qui se trouve dans la zone nord de Rio. Il y a vraiment une nette séparation à Rio entre la zone nord et la zone sud. La zone nord, où donc prédominent les quartiers populaires et les favelas. Le complexe de la Marée est composé de 16 favelas avec des contextes très différents. Certaines favelas sont gérées par des milices, d'autres par le narcotrafic, mais ça fait vraiment partie des zones les plus violentées de la ville. Il y a plus de 139 000 habitants, donc c'est vraiment une petite ville à l'intérieur de la ville. Et il s'est avéré que dans cet espace, un nombre important de mouvements de résistance, voilà, ce n'est pas le cas dans toutes les favelas, de mouvements de résistance, de création d'associations socio-culturelles et d'initiatives culturelles et artistiques sont très très importantes dans ce complexe. Alors, je vais vous parler ici de 3 lieux en particulier, le CAMR, qui est le Centre des Arts de la Marée, le musée de la Marée, et ensuite j'aimerais vous parler aussi rapidement de l'empreinte de 3 groupes du théâtre de l'opprimé qui n'ont pas de lieu fixe dans le complexe de la Marée, mais qui ont, selon moi, une empreinte très importante. Alors le CAM, le Centre des Arts de la Marée, c'est un hangar immense de 1200 mètres carrés qui a été inauguré en 2009 dans la favela Nova Holanda, qui est une des favelas qui concentre le plus de narcotrafic et donc d'opérations policières. Donc on a des échanges de tirs de manière quotidienne. Et donc c'est vraiment dans cette favela, ce qui est étonnant dans le complexe de la Marée, c'est qu'on se rend compte que tous ces projets artistiques, culturels ont vraiment été développés dans les favelas qui sont le plus touchées par le narcotrafic et les plus violentés en fait. Donc le CAM ouvre ses portes en 2009, c'est une initiative d'une chorégraphe que vous connaissez peut-être puisqu'elle est assez reconnue à l'international qui s'appelle Lia Rodriguez et d'une ONG sur place qui s'appelle Redes da Maré. Donc ce centre des arts accueille l'école de danse de Lia Rodriguez, mais aussi un nombre important d'initiatives, d'événements artistiques, culturels, sociopolitiques, aussi beaucoup de workshops internationaux. Il y a beaucoup de danseurs qui se rendent là-bas pour travailler avec Lia Rodriguez. Donc c'est vraiment un endroit d'échange et de rencontres aussi, qui amène donc un public international et aussi un public local en dehors de la favela. Est-ce que j'ai tout dit ici ?
ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce lieu va générer une vie culturelle de quartier qu'il est même difficile de retrouver dans des endroits plus safe, entre guillemets, de Rio de Janeiro, avec des lieux culturels institutionnalisés, conventionnés, donc avec beaucoup de moyens. Et donc là, vraiment, on est sur des petits moyens. Le CAM est soutenu par la préfecture de Rio de Janeiro, mais génère vraiment une vie de quartier très très importante. Il y a plus de 3000 personnes qui fréquentent le CAM de manière annuelle. Et donc, pour vous donner une petite idée des objectifs de l'ONG Redes da Maré dans ce lieu, mais aussi dans d'autres lieux, il y a vraiment l'idée de défendre tous les droits des habitants de la Maré, de reconnaître leur potentialité socioculturelle, éducative, économique, de défendre l'égalité ethno-raciale, qui est une variable très importante, et de genre, d'agir contre toutes les formes de violence et de discrimination, et de défendre la démocratie. Comme on le voit dans la citation de Lia Rodriguez ici, la question de la démocratisation est très importante dans la construction citoyenne de ces lieux culturels et artistiques. Oui. Voilà. Je vais vous parler à présent du Musée de la Maré. Là aussi, c'est une initiative citoyenne avec une organisation qui est le Centre des études et actions solidaires de la Maré, le CEASM. C'est le premier musée à ouvrir ses portes dans les favelas en 2006. Et donc, ce lieu a pour objectif principal de créer un lien social entre les habitants, mais aussi de créer un espace dans lequel on peut raconter, on peut parler de la favela et parler sur la favela. Donc aujourd'hui, le Musée de la Maré, c'est une des principales sources d'études sur la mémoire et l'histoire de la favela. L'idée, c'est, dans le processus de création, ce n'était pas du tout de créer un lieu de préservation, de culte du passé, mais de créer un endroit d'échange, de dialogue, de conflit sur l'histoire, la manière de raconter et de se raconter donc pour la population. Donc, le musée de la Maré se compose d'une salle vraiment qui retrace toute l'histoire de la Maré. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer aux habitants de raconter l'histoire depuis leur propre perspective. Et puis, vous avez aussi un lieu de répétition pour différentes structures artistiques. Et enfin, vous avez une petite salle de bibliothèque pour les enfants avec un accès aux ordinateurs. Ce qui est intéressant avec le musée de la Maré, c'est qu'il vient vraiment déconstruire deux types de récits dominants, celui du musée comme un lieu dédié aux élites culturelles et celui de la favela comme un lieu de violence et de barbarie. Je vous ai mis ici une citation d'un entretien que je n'ai pas mené moi-même, mais qui a été mené par une journaliste en 2006 au moment de l'ouverture du musée. Et donc c'est une visiteuse qui dit « Ça fait du bien de savoir qu'on a une histoire, une culture, des traditions, que nous ne sommes pas juste des numéros dans les recensements sur la pauvreté, c'est bien qu'il y ait des gens qui nous le rappellent, parce que parfois, on oublie. » Voilà pour le musée de la Maré, et je voulais aussi vous parler pour vous donner finalement une petite diversité des lieux artistiques qu'on peut retrouver dans ce complexe de favela. Du théâtre de l'opprimé, donc bon, j'imagine que vous connaissez tous et toutes plus ou moins, je rappelle rapidement, donc c'est un mouvement de théâtre politique qui est né dans les années 70-80 au Brésil, sous l'impulsion d'un dramaturge et metteur en scène qui s'appelle Augusto Boal. Un des objectifs du théâtre de l'opprimé, c'est vraiment de conscientiser les individus sur leur situation d'oppression et donc de transformer des citoyens spectateurs en citoyens acteurs. À Rio, le centre du théâtre de l'opprimé va ouvrir à la fin du gouvernement de la junte militaire en 85-86. Et donc aujourd'hui, il y a une dizaine de groupes à Rio de théâtre de l'opprimé, dont 3 groupes dans le complexe de la Maré. Donc moi, j'ai travaillé avec ces 3 groupes. Ils n'ont pas un lieu de répétition fixe. Donc il y a un groupe qui va travailler dans le Centre des Arts de la Maré, un autre dans le Musée de la Maré, un autre dans un espace de capoeira. Mais très souvent, il manque des lieux. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est que là, il y a une telle énergie créative, on va dire, dans le complexe de la Maré, que là, actuellement, il manque des salles. Voilà. Il y a beaucoup de groupes de théâtre qui se créent, de musique, de danse, et donc il manque des lieux. Les participants du théâtre de l'opprimé vont inventer, voilà, vont créer des lieux sur les terrasses, sur leurs toits, voilà.
Ce qui est assez intéressant avec les groupes du théâtre de l'opprimé, c'est qu'ils vont vraiment défier les limites socio-spatiales de la ville, puisqu'ils vont aller jouer dans d'autres quartiers de Rio de Janeiro, dans des quartiers de la classe moyenne à riche. Et inversement, et ça vaut aussi pour le CAM, ils vont faire venir des spectateurs des classes moyennes à riches. Il faut savoir qu'à Rio de Janeiro, dans la majeure partie des cas, les personnes des classes moyennes à riches n'ont jamais mis un pied dans une favela. Donc là, ils les font venir dans le complexe de la Marée, qui est une des favelas qui apparaît au JT tous les soirs pour des actes de violence. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et surtout, le théâtre de l'opprimé, à travers sa méthodologie, permet vraiment de conscientiser, de déconstruire et de repenser la manière de raconter le lieu depuis la perspective des participants et des habitants. C'est important. Bon, ça j'y reviendrai après. Je vous ai mis ici, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais voilà, un passage d'entretien que j'ai réalisé avec une comédienne et metteuse en scène du théâtre de l'opprimé qui s'appelle Mayara. 6 minutes. 6 minutes, magnifique. Et qui nous dit, sur la question du lieu, justement, nous transformons le lieu lorsque nous amenons une autre perspective de qui nous sommes, parce que le théâtre nous permet de devenir les protagonistes et qu'on peut raconter nos propres histoires, comme la vision que nous avons de ces lieux en parlant de la favela. Parce que notre histoire est toujours racontée par d'autres personnes, donc quand on se met à raconter d'après notre point de vue, d'après notre propre perspective, ça devient un lieu différent. Je pense que l'endroit du théâtre, que ce soit le théâtre de l'opprimé ou les autres formes de théâtre qu'on peut faire dans la communauté, je crois que c'est un outil de transformation et d'évolution pour ce territoire, parce que c'est un moyen de dénoncer ce qui se passe ici, comme par exemple les violences domestiques, les violences étatiques et la violence de la criminalisation qui est faite du territoire, du trafic, des poubelles. Il y a une vraie problématique avec la gestion des déchets. Voilà, une slide ensuite un peu dense avant la conclusion finale, mais donc l'empreinte de ces différents lieux finalement, et ce que je retire de mon enquête de terrain, c'est que vraiment, à partir de ces initiatives citoyennes, ces lieux artistiques ont permis de créer des espaces de conscientisation, de déconstruction, de politisation, d'émancipation, mais aussi d'éducation populaire. Ce sont des endroits de réflexion communautaire qui proposent d'autres perspectives, mais aussi ici une alternative très concrète au narcotrafic. C'est pas rien dans les trajectoires individuelles et collectives dans une favela qui est aussi touchée par le narcotrafic. Ces lieux permettent de repenser collectivement la manière de raconter, de définir la favela. Ils créent bien sûr des espaces de dialogue, d'échange, de réflexion, et ils permettent de revaloriser la favela. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ces espaces donnent la possibilité, donnent une visibilité à des corps qui sont historiquement absents des plateaux de théâtre, de télévision, de cinéma. J'ai travaillé donc majoritairement avec des personnes noires et majoritairement appartenant à la communauté LGBT. Et donc, ce sont des corps qu'on ne voit jamais ou qui sont toujours assignés au même rôle. Voilà. Donc, je finis par 2 petites citations. Donc, ces espaces artistiques permettent de créer des espaces de reconstruction réflexive des identités individuelles et collectives. Et enfin, je voulais conclure avec une citation que j'aime beaucoup d'une sociologue brésilienne qui s'appelle Eliana Souza Silva, qui est aussi la co-créatrice de l'ONG Redes da Maré, qui parle, elle, des espaces communautaires, mais je pense qu'on peut vraiment appliquer ça au lieu artistique. Et elle dit donc que ces espaces permettent de valoriser la favela en démontrant qu'elle n'est pas unilatéralement un espace négatif qui se définit par des manques, des incompétences, des carences et des vides, et que c'est aussi un lieu de créativité citoyenne dans tous les domaines de l'activité humaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment. On voit déjà se créer les liens, les résonances, non seulement entre vos 2 contributions, notamment parler au nom d'eux et le rôle du théâtre finalement dans ce genre de quartier, et puis toutes les résonances avec ce dont on parle depuis hier, dans des contextes qui sont extrêmement différents. Enfin, on a beaucoup à apprendre des périphéries, mais ça c'est pas nouveau, et c'est vraiment, je pense, une idée qu'on peut défendre vigoureusement, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Gaëlle, c'est à toi, avec un regard donc un regard sur l'Algérie et surtout un point de vue d'une recherche en Algérie. Oui. Alors, est-ce que techniquement tout va bien ?
Pour l'instant, rien ne s'affiche. Hein. C'est juste. D'accord. Pourtant, j'ai touché à rien. Donc, On a plus d'écran. Est-ce que vous avez touché au câble HDMI? Non. Du tout. Est-ce qu'il faut le Ok. rebrancher un peu Je pense pas, normalement, ça devrait être bon. Essayer de passer en plus. C'est bon. Ah, super, Ouais. merci. Désolée. Oula, non, on n'y est plus. Le PowerPoint peut être ouvert peut-être? Ah non, toi tu l'as ouvert. En fait, le PowerPoint est ouvert, mais ça ne s'affiche pas. Attendez. C'est bon, ça s'est affiché. Tu peux y aller. Très bien, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à remercier les organisatrices et les organisateurs du colloque de m'avoir conviée ce jour pour vous parler avec plaisir et enthousiasme des prémices de ma recherche, puisque je suis jeune doctorante à l'université de Tours. Et donc mes travaux portent sur l'appropriation artistique de l'espace public en Algérie. Je peux parler plus fort en revanche, ce sera plus simple peut-être. Donc j'étudie les relations art et ville en contexte contraint, puisqu'il faut savoir que donc en Algérie, l'art public, hein, que j'entends en sens assez large, donc de street art, graphe, mais également performance ou installation dans l'espace public, sont des pratiques interdites. Donc on reviendra sur justement ce que le code pénal algérien dit. Et d'autant plus que l'espace public en Algérie est un espace labile, complexe à saisir, voire empêché aussi pour les habitants, les populations, les artistes. Et donc, ces relations art et ville mettent en lumière plusieurs carences, et notamment le rapport également, le contexte contraint, l'autorité. Et donc moi, je suis pour l'instant au début de mes travaux, donc je suis plutôt dans l'observation. Et donc dans la lignée de ce que mes collègues vous ont proposé, moi je vais vous proposer une étude de cas sur la ville de Blida, une ville que l'on connaît souvent peu. Donc je vous l'ai représentée avec un point orange parce qu'elle n'apparaissait pas sur la carte. Donc Blida, c'est une petite ville au sud-ouest d'Alger, donc dans l'ombre du rayonnement culturel de la capitale. Et pourtant, c'est une ville, contre toute attente, ou une ville d'intellectuels et une ville artistique de longue date. Et donc moi je m'y suis intéressée, donc je m'y suis rendue en 2017 dans le cadre de mon terrain d'études pour rencontrer des coordinatrices artistiques et culturelles à Blida qui avaient participé au mouvement L'Art est public. Donc c'est un mouvement, j'y reviendrai ensuite, qui s'est développé donc dans le nord de l'Algérie, puis ensuite dans les villes du sud, ce qui est assez inédit pour l'Algérie. Et donc, lorsque je les ai rencontrées, j'ai pu visiter, enfin, pas faire des parcours commentés avec elles sur les rues qui avaient été investies par l'espace de l'art et public, mais également, elles m'ont amené sur d'autres rues qui avaient été investies par un autre mouvement qui, dans la continuité du premier, s'est mis en place, Noursom Bredi, qui veut dire « Nous dessinons notre pays ». À cet effet, donc, je vous montre une première fresque donc, qui a été réalisée dans ce cadre d'événements de Noursom Bredi en 2019. Et si je vous l'ai montré, c'est parce qu'elle illustre plusieurs éléments. Tout d'abord, il s'agit d'un mur investi de manière officieuse, sans autorisation, qu'elles ont contourné le droit algérien, et ce qui montre certaines failles urbanistiques. Graffer sur les murs est interdit, sur les murs de l'État est interdit. Il s'agit bien d'un mur de l'État, mais étant donné qu'il est par un directeur qui le gère, puisque derrière vous avez une école, il suffit de demander l'autorisation de l'école, du directeur de l'école, pour pouvoir potentiellement le graffer. Donc voilà, ça montre une première faille urbanistique. Certains parlent de carence urbanistique. Je vous renvoie aux travaux de Pauline Guinard notamment. Ensuite, dans le message Elfan fil Sha'ara Sakafa, donc l'art de rue, c'est la culture. On est dans une revendication revendication culturelle, qui montre un certain nombre, une carence de la politique culturelle, qui revendique justement l'entrée du street art dans la politique culturelle officielle. Et j'irai même plus loin, puisque nous sommes dans une
dans un graphe qui a été réalisé dans le cadre de l'événement Norsum Bledi, qui illustre une carence sociale, puisque c'est le fait d'avoir eu un premier mouvement, la République, qui a impulsé une dynamique. Et donc, en fait, les coordinateurs du premier mouvement, 3 mois plus tard, satisfaits du premier événement et en accord avec les populations qui étaient demandeuses, se sont dit on va réitérer la démarche. Donc, ça montre également aussi le fait qu'on est dans une ville où il y a peu de choses, où l'on verra qu'il y a des choses, mais des choses sous la coupole de l'État, donc c'est-à-dire nationaliste et officielle, et qu'il y a une demande. En effet, donc, il faut remettre cela dans le contexte spécifique algérien. Comme j'ai pu vous le dire, on est dans un contexte contraint. La contrainte, elle va s'exercer de 2 manières. De manière directe, avec la présence des autorités qui peuvent intervenir lorsqu'il y a une intervention, lorsqu'il y a un événement en cours. Direct également dans l'effacement de ces fresques. Certaines n'ont pas une durée de vie plus longue de quelques mois ou de quelques semaines. Ensuite, vous avez également une intervention directe par rapport à la juridiction, ainsi qu'une intervention indirecte, plus insidieuse, qui est par la présence, la prédominance d'une culture officielle nationaliste très forte. Et donc à cet effet, 2 éléments de contrainte. C'est tout d'abord le code pénal algérien qui donc interdit toute production sur les murs de l'État, donc qui encadre fermement ces productions. Et le deuxième élément, c'est sur le statut associatif. J'y reviendrai parce qu'en fait, de ces pratiques culturelles de la rue, de cette dynamique commune que j'ai pu observer à Blida, dans la même année, en 2019, donc c'est la première année du Hirak aussi, je pense que c'est un élément qui est important à recontextualiser, à prendre en compte, va naître Crescendo School, donc une école d'art qui se veut donc un lieu de rencontre entre les artistes et les habitants, un lieu de formation également et d'exposition d'activités artistiques et culturelles. Et on le verra, cette création donc naît d'une volonté commune, illustre donc cette dynamique commune, illustre également la mise en place ce qu'on pourrait appeler un commun, puisque les artistes vont y participer ainsi que les habitants, mais comment donc d'une certaine manière une institutionnalisation de ces pratiques de la rue et comment garder leur indépendance au regard de ce statut associatif. Et donc, comme dans la rue, il y a contournement du règle urbanistique, là encore, il y a contournement juridique, puisqu'il ne prévaut pas le statut associatif, mais le statut d'entreprise, afin de garder leur indépendance. Donc, on observe un contexte contraint au sein de l'espace public, de l'art public, qui sont des pratiques très encadrées et qui se jouent de manière directe et de manière indirecte. Donc, moi, mes travaux tendent à expliquer que je peux aborder l'espace urbain par le biais de l'art, puisque c'est un objet socio-spatial, et que cela met en lumière plusieurs carences au prisme justement d'un contexte autoritaire. Et donc à cet effet, dans le cadre de cette communication, j'ai pour ambition d'interroger dans quelle mesure les pratiques d'art public en contexte contraint, ici dans le cas de Blida, peuvent-elles participer à la mise en place d'un lieu culturel formel, mais qui souhaite conserver son indépendance. Et finalement, il en revient de se questionner sur le pouvoir de l'art public, voire peut-être même de la mise en place aussi ou de son envergure de contre-pouvoir au regard de la norme prégnante. Donc je vous propose une communication donc, en 3 temps, avec tout d'abord une remise un peu en contexte sur l'art public, l'art ou l'artiste contraint à Blida. Ensuite, de justement questionner le pouvoir réel ou mythifié de l'art public. Et enfin, d'aborder l'institutionnalisation, la récupération, tout en indépendance de ces pratiques artistiques autour donc, de l'école Crescendo School, à la fois fruit de création de commun et illustration d'un contexte autoritaire. Donc tout d'abord, Blida, c'est une ville sans lieu culturel, j'y ai peut-être un petit peu exagéré. Vous avez à Blida des espaces culturels, Dar al-Saqafia par exemple, donc la maison de la culture, ou encore la maison de la jeunesse, qui sont des institutions donc, officielles, qui dépendent de l'État.
vous avez peu de programmation ou alors une programmation officielle. Par exemple, à Dar Sakrafia, vous avez des cours de charbi, c'est-à-dire de musique traditionnelle algéroise. À Crescendo School, on le verra, vous avez par exemple des cours de danse de hip-hop. Bon, ça donne un petit peu de tendance. Donc, une ville donc, qui a des lieux culturels, on va dire, limités dans leur programmation et encadrés, qui sont en accord avec la politique nationaliste. Toutefois, Blida est tout de même une ville d'intellectuels et une ville d'artistes. Pour ne citer que quelques noms, Frantz Fanon était originaire de Blida. Jean Bernard, qui a été éditorialiste au Nouvel Obs, était également de Blida. Et encore d'autres artistes tels que Baya ou Denis Martinez, dont je vais vous parler par la suite. Donc en effet, Blida est une ville d'intellectuels, d'artistes et également de pratiques artistiques, notamment héritées de longue date. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous connaissent donc Denis Martinez, donc artiste plasticien connu, exposé donc en France, en Afrique du Nord, mais également en Europe de manière plus générale. Également professeur aux Beaux-Arts d'Alger. Et c'est un artiste ambivalent, puisqu'il va à la fois accompagner le nationalisme d'État en participant aux fresques murales qui accompagnent le nationalisme d'État, donc qui vantent les réformes agraires. Et en même temps, il va vouloir remettre l'art dans l'espace public pour les publics, avec une volonté de démocratisation. Et à cet effet, il fonde en 1965 le groupe Aouchem, qui veut dire tatouage. Et donc, ce groupe a pour ambition d'apporter l'art auprès des publics, et notamment l'art dans la rue. C'est très inspiré du mouvement muralisme mexicain. Ce mouvement donc, est censuré et dissolu en 1967. Dans cette même lignée, il continue en 1980 à mettre en place des ateliers estudiantins. Il fait sortir ses étudiants des ateliers des Beaux-Arts d'Alger, il les fait venir à Blida, qui est donc sa ville, et il leur demande d'investir les murs de la ville pour être en interaction avec les publics. Et donc là, il y a une première rencontre avec le public, une volonté de discussion, et donc d'expliquer à la fois la démarche de l'artiste, mais également de prendre en compte les désirs des populations. Et donc à cet effet, je vous montre cette photographie assez intéressante. Donc c'était dans le cadre, il y avait un mur à Blida qui allait être détruit, à l'ancienne enceinte de la ville qui allait être détruit. Donc ça s'appelle Dernière parole d'un mur. Et donc un des habitants, qui était très attaché à ce mur, a dit « Je veux être en face lorsqu'ils viendront avec les bulldozers ». Et ce n'était pas possible. Et donc l'étudiant a décidé, je vais moi vous représenter sur le mur, je vais faire votre portrait, et vous serez donc en face quand les bulldozers arriveront. Et donc vous avez la première photo qui montre l'artiste qui peint donc, le portrait du monsieur, et ensuite vous avez donc l'œuvre réalisée. Et donc là, il y a véritablement une imbrication entre la demande des publics. Toutefois, donc, ces réalisations illustrent donc toujours le contexte contraint puisqu'elles ont lieu par stratégie de contournement. Denis Martinez étant assez renommé dans sa ville, obtient les autorisations ou, lorsqu'il ne les a pas, ses productions sont tolérées. En revanche, il n'en est pas de même, par exemple, du mouvement L'Art et Public ou du mouvement Norsum Bledi dont je vous ai parlé auparavant, qui, elles, ont besoin, n'obtiennent pas les autorisations, donc ne les demandent pas. Pour ce faire, elles demandent le soutien des publics, et là, à ce titre, s'il y a mobilisation du public et des habitants, les autorités n'interviendront pas directement. Elles interviendront peut-être par politique d'effacement postérieure, mais sur le lieu, il n'y aura pas d'échauffourée. Et donc là, on le voit donc sur la première photographie, la Dame Nature, vous êtes bien sur la porte de l'école. Et donc voilà, on graffe le mur de l'école, la porte de l'école, le mur de l'enceinte de l'école, puisqu'ils ont obtenu l'autorisation du directeur ou de la directrice de l'école. Donc voilà, quelque chose qui montre donc, les carences, les failles urbanistiques, qui montre également avec cette deuxième production, une recycli, qui veut dire nous recyclons, une volonté aussi de conscientiser, de politiser les habitants qui sont amenés à participer avec eux. Donc, contre toute attente, il y a des pratiques artistiques et des pratiques culturelles à Blida. Il y a une demande, et donc cela se traduit dans le temps, dans l'espace, et il en vient d'étudier donc quelles sont
les effets sur les logiques socio-spatiales. Et donc à ce titre, je vous propose d'étudier un dispositif artistique participatif public, un long terme, étudié par Gelton et notamment par Joël Zask également, qui va donc renouveler les interactions entre l'artiste, le public et l'espace, ainsi que l'œuvre. Donc il s'agit d'une œuvre dans laquelle le public est amené à prendre part. Donc le public contribue à donner du sens à l'œuvre. Finalement, il donne, il reçoit et il diffuse. Cela crée donc une nouvelle interaction. Vous êtes ici dans ce qu'on appelle une double interaction. Vous avez l'individu qui prend part à l'œuvre, qui donc lui donne du sens, ce qu'on appelle les interactions réflexes, et dans une interaction miroir, l'individu qui est dans l'œuvre et qui participe à sa publicisation. Alors on ne le voit peut-être pas très bien, mais en plus la signature de l'artiste, c'est un compte Instagram. Donc vous êtes vraiment sur l'idée, on pourrait y revenir dans les questions, ça illustre encore également le contexte contraint. On ne signe pas par son nom mais par un surnom. On renvoie aux réseaux sociaux puisqu'il est plus facile de discuter d'une œuvre sur les réseaux sociaux que dans l'espace public pour les artistes. Et donc sur ce dispositif, vous avez donc une double interaction. Ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif va permettre une requalification urbaine. Ils ont choisi cette rue qui était une rue malfamée, qui était peu fréquentée. Ils l'ont investie avec les habitants et depuis, elle est de nouveau fréquentée. On est donc ici dans l'idée d'impliquer les publics dans une requalification urbaine sans autorisation de la mairie et donc on observe une requalification urbaine par effet bottom-up finalement. On a également une réhabilitation citoyenne dans la mesure où les individus, les habitants, ont été impliqués à plusieurs niveaux. Donc dans le choix de la rue, dans le nettoyage de la rue, dans la réalisation des œuvres, donc dans la réflexion et également dans l'implication à réaliser les œuvres, puisque certains y ont participé. Il y avait des artistes professionnels, des artistes amateurs, ainsi que dans la publicisation finalement, ensuite, a posteriori. Donc finalement, un dispositif qui est autant spatial que social, finalement qui est co-construit, qui devient l'œuvre de tous, qui devient donc une appropriation et une référence à Blida. Et donc de ces deux initiatives d'art public, pour l'art et public et pour Nolson Bledi, émerge donc une dynamique constructive et qui se traduit par la mise en place donc, de Crescendo School. Crescendo School, donc c'est une école d'art, c'est comme cela qu'elle se revendique, une école d'art mais également Home of Art, une maison d'art, donc qui renvoie également à une idée de convivialité propre. Donc il y a un triple contexte. Vous avez tout d'abord le premier constat, c'est le manque d'art, les autres instituts culturels qu'il y a à Blida sont trop pétatiques, nationalistes, donc il y a la volonté de créer quelque chose de nouveau. Il y a directement l'implication des artistes et des habitants du fait de la dynamique que je vous ai expliquée. Et ensuite, le troisième élément à ne pas négliger, c'est la première année du Hirak qui donne un espoir de revendication et de nouvelle appropriation. C'est une initiative collective de deux anciens étudiants des Beaux-Arts, deux artistes également musiciens, qui donc créent cet espace. Une initiative collective puisqu'elle se fait également en coopération directe avec les artistes. Alors non pas dans la co-construction comme on a pu l'évoquer hier, mais dans la co-décoration, si je puis dire ainsi, puisqu'ils vont donc investir le dernier étage d'un immeuble. Et alors la photo n'est pas très significative, mais ils vont en refaire la façade et ils vont également participer à la décoration interne, d'intérieur de l'espace. L'objectif se veut à la fois un lieu de rencontre, de rencontres littéraires, de ciné-club, un lieu de formation, donc de théâtre, de danse, de photographie, et également un lieu d'exposition, voire de vente. C'est un lieu qui a pour objectif de défaire plusieurs stéréotypes. Les stéréotypes qui pèsent sur les artistes, et donc de permettre justement des rencontres avec eux. Également qui pèsent sur le fait que l'artiste n'est pas forcément formé. Et donc à cet effet, ils insistent sur le fait que tous les cours sont dispensés par des gens qui ont été formés, qui ont des diplômes pour cela. C'est également une volonté de démocratisation, puisque l'idée était d'aller à l'encontre de la polarité d'Alger, où les habitants de Blida étaient en permanence obligés de se déplacer à Alger pour avoir des activités artistiques, et donc là, d'avoir leur propre
activité à Blida. C'est un espace également qui illustre le contexte contraint, puisque, comme j'ai pu vous l'évoquer, on n'est pas sur un statut d'association, mais un statut d'entreprise. C'est également un espace qui traduit donc une institutionnalisation finalement. Donc on aurait eu des pratiques de rue informelles qui donc aujourd'hui auraient au moins un lieu de rencontre, de discussion et puis de mise en place de nouveaux espaces. Alors ça reste à voir puisque pour l'instant ça a été mis un peu en temps à l'arrêt avec la pandémie. Et donc un lieu qui intervient finalement comme un commun, on pourrait le dire. Et donc pour conclure en quelques mots rapidement, l'art public que l'on observe à Blida permet donc d'observer une nouvelle urbanité, un nouveau rapport à l'espace, un nouveau rapport social également entre les individus. Donc véritablement, on pourrait penser le pouvoir de l'art public, de créer cette dynamique et d'impulser la création d'un lieu. Toutefois, je m'interpelle quand même sur cette question de pouvoir de l'art public, puisque on est sur quelque chose qui a été ponctuel, qui est très localisé, et donc qui donne à être vérifié dans le temps et dans l'espace. Et donc à cet effet, dans le cadre de mes recherches, j'envisage de créer, de mêler, moi, méthode de recherche-création et recherche-action. C'est-à-dire que ma première étape, c'est de créer des supports de médiation entre les artistes et les habitants pour ensuite mener des activités de recherche-création pour en fait recueillir le langage averbal, le sensible, c'est-à-dire le rapport des individus à la fois à cet espace, mais aussi aux productions des artistes. Ce qui me permet également d'aborder la diffusion des artistes, en fait, de leurs pratiques. Et donc, à cet effet, moi, je mobilise la photographie ainsi que, par exemple, les capsules audiovisuelles. Donc, l'idée est de créer cela, ce qui permet également aussi de recenser les artistes sur Blida, non pas de se présenter comme chercheurs, mais de se présenter comme hybride, un peu chercheur-artiste, ce qui change le rapport aussi aux artistes et ce qui change aussi le rapport aux populations, qui permet de brasser de manière plus large les publics. Aussi, une question qui mérite donc d'être soulevée, c'est que quelle démocratisation de l'art, je termine, quelle démocratisation de l'art à travers cet espace. On est sur un espace, une école privée, et donc qui a besoin donc de rentabilité pour exister, et donc qui pour l'instant touche un public quand même proche de la culture, un public qui pourrait en fait se déplacer à Alger, et donc qui ne touche pas encore tous les publics et qui ne touche pas non plus les non-publics. Enfin, pour conclure, je vous montre cette dernière œuvre. Donc, je vous traduis donc de l'arabe et du français. Donc, ensemble, nous tenons, divisés, nous tombons. Un message d'espoir qui illustre bien l'idée de commun de l'art public avec ce cœur et cette main qui s'entremêlent. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir dépassé de quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation d'un processus, des choses en train de se faire et de devenir, et également ces aspects méthodologiques que tu annonces à la fin pour tes futures recherches, et ça me semble des perspectives très très intéressantes. Christophe, par rapport à l'organisation du temps, là il est 12h42, est-ce qu'on peut engager un échange On peut prendre quelques minutes pour échanger. Très bien, et on prolongera durant la pause déjeuner. Donc voilà, la parole est à vous. Est-ce que ces trois présentations qui résonnent beaucoup entre elles, je trouve, suscitent des questions? Oui. Juste un mot, justement, trois présentations qui résonnent beaucoup entre elles, mais qui résonnent aussi beaucoup avec les problématiques qu'on peut avoir ici. Je tourne vers mon ami Christophe, parce que... Est-ce que vous pourriez vous présenter? Jean-Luc Langlais, administrateur de l'Assemblée nationale et président d'un centre de création artistique. Merci. Merci. Donc, la performance de nos trois intervenantes converge complètement. Bon, je ne veux pas être long, puisque le temps nous est compté, mais depuis la problématique berlinoise d'un théâtre ouvert à tous, d'un espace public avec des problématiques du dedans et du dehors, que j'affectionne particulièrement, que la circulation des publics au Brésil, avec la question justement, on a beaucoup à apprendre des périphéries, et ce que vous avez développé à l'instant sur les contextes contraints à Blida, mais il y en a des contextes contraints ici, je vous assure. Okay.
l'ancienne mairie, dans un village de l'Essonne, avec un artiste street arter, Gilles Benzmana, et je me suis, avec des gens que je connaissais très bien, des élus avec lesquels je pratiquais depuis des années des politiques culturelles, je me suis fait proprement intimer l'ordre d'effacer ce qui venait d'être fait. Vous savez, donc il y a des choses qui se font ici qui sont en totale résonance avec ça, et je pense que cette interconnexion, ce discours que vous portez, le fait de le porter ici aujourd'hui, ça mériterait d'être... Mais ça va l'être. Ça va l'être. Oui, oui, absolument. Absolument. Merci beaucoup. Grand merci parce que ça... On lit, on entend un travail qui s'inscrit sur la durée et qui dépasse l'espèce de visibilité qui on sait dans ce contexte-là peut très rapidement être spectaculaire. Ouais. Et on peut se dédouaner d'un travail plus en profondeur. Alors c'est dans ce travail en profondeur qu'on peut se retrouver. Et je me dis, tiens, on aurait eu 3 communications au tout début de notre recherche. Ça aurait pu quand même nous dire, tiens, d'aller travailler à des communs, une espèce d'international, l'international des contraintes, pour mieux ensuite travailler la spécificité sur les contextes. Voilà. Mais il y a quand même des récurrences et des déclinaisons locales spécifiques qui sont bien. Oui, Mathias. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans la comparaison, en tout cas des échos, en creux se pose la question du rôle de l'art. En soi, j'entends. En même temps, moi, ce que ça m'interroge aussi, c'est la manière dont, à quel point, quelle est la limite de l'utilité de l'art dans sa fonction uniquement, ou en tout cas de n'assigner l'art qu'à une fonction de réconciliation, de solution, quand on sent bien que, à un moment donné, et vous l'avez bien montré aussi, dans le contexte berlinois notamment, mais et aussi dans le contexte brésilien, cette question aussi du lien entre art et soin, ou art et réparation, etc. On sent bien qu'il y a tout un courant en ce moment en fait qui prône ces questions, et on en est, nous, hyper heureux, et en même temps aussi potentiellement du danger que on concentre, on focalise l'action de l'art uniquement autour de cette question. Et je pense que l'art échappe justement à l'idée de l'enfermer à une certaine utilité et à le focaliser sur une chose. Et on voit bien en même temps combien justement l'ensemble de vos contextes à la fois oriente à un moment donné l'art dans une fonction, mais en même temps que le contexte complexifie quand même à chaque fois et revient redonner des paradoxes à cette utilité. On peut les laisser répondre. C'est vraiment la question du bon usage des choses, c'est-à-dire que nier à l'art une dimension d'utilité sociale, c'est être aveugle. Limiter à l'art une fonction d'utilité sociale, c'est être stupide. Et j'espère qu'on peut éviter d'être l'un et l'autre et que devenir réformiste avec le temps, c'est probablement dans cet usage-là. Gaëlle, vous voulez répondre? Ah oui, pardon. Pardon. Alors justement, en Algérie, c'est un peu le débat qu'il y a actuellement. L'art curatif, moi je l'ai appelé comme ça, c'est post-années 90. Donc au début des années 2000, vous avez la mise en place d'associations, d'écoles d'art, dont l'idée il va falloir penser au sens de soigner les traumatismes de la guerre civile. Aujourd'hui, justement, les artistes ne veulent plus de cet art-là, curatif, nationaliste, en bonne et due forme, qui n'est pas juste un lieu d'expression. Non. Et en plus, là, avec le khilaf, on en devient un art de contestation. Mais même pour ceux qui ne se disent pas, par exemple, engagés ou politiques, certains me disent non, mais moi je le fais juste parce que les rues de ma ville sont moches et j'ai envie de montrer que j'existe et puis tout ça. Mais rien que dire montrer que j'existe, bah oui, mais ça témoigne qu'il n'y a pas de politique de la jeunesse en Algérie.
Ensuite, les murs sont moches, il n'y a rien de fait. Bah oui, ça monte parce qu'il n'y en a pas. Et en plus, oui, mais je le fais parce que c'est esthétique, mais bon, je le fais de nuit parce que dans la journée, je peux me faire arrêter. Et donc, ça montre que c'est interdit. Et donc, en fait, sa démarche, même si elle n'est pas politique, au regard de toutes ces contraintes, elle le devient. Et donc, elle devient la mise en lumière de contraintes, de contestations. Et je pense aussi, ce qui est important, c'est... pas l'adresse, mais d'où ça vient. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cas berlinois, quand c'est les institutions publiques qui décident d'implanter des galeries pour rendre un quartier plus sympa, et pour moi, il y a une question qui se pose. Mais par contre, quand ça vient des publics eux-mêmes, il y a pour moi, c'est quelque chose qui est différent et du coup, qui a le mérite d'être différencié. Oui, je me permets de rebondir rapidement. Comme je compare deux terrains au Moyen-Orient, en Amérique latine, il y a un vrai ras-le-bol en fait au Moyen-Orient pour toute la scène libanaise, syrienne, palestinienne, parce que effectivement en Europe, les directeurs artistiques sont très friands de voir des spectacles sur la guerre, sur les réfugiés, voilà. Et il y a un vrai ras-le-bol de dire mais en fait on peut faire autre chose, on a envie de faire autre chose, mais programmez-nous aussi quand on fait autre chose. L'assignation. Voilà, exactement, Absolument. identitaire, culturel, où en fait on ne veut voir que ça, qu'on veut parce que effectivement, socialement, ça fait très bien d'avoir un spectacle syrien ou palestinien dans une programmation. Non, mais c'est vrai. À l'inverse, dans les camps de réfugiés et dans les favelas, ce sont des gens qui vont vers le théâtre. Non pas, je pense, alors les contextes sont vraiment différents, mais dans une logique curative, mais plutôt dans une logique politique. Vraiment d'avoir un endroit où leur voix compte. Et donc voilà, ils utilisent toujours des méthodologies où ils partent de leur histoire, de leur parcours, et je pense que c'est là où se crée ce frottement avec l'art curatif, voilà. Mais je pense que les deux se côtoient et que voilà. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les allers-retours. En fait, au fond, c'est vraiment les deux sont C'est une table très complète. Et les questions que ça nous a. Bien sûr. Oui. Oui, absolument. Bonjour, je m'appelle Suzanne, je travaille pour la Ligue des Eaux-Couronnes, contexte local. On parlait justement de l'assignation et je voulais savoir aussi dans vos travaux si vous avez peut-être repéré des outils, je pense qu'on en avait parlé un petit peu, peut-être des mauvaises pratiques pour naviguer cette ligne entre l'assignation et la représentation, parce que par exemple dans le cas de Darma, on peut dire oui, il y a une communauté turque, on va faire des choses turques, mais peut-être que les Turcs du quartier, en fait, ils préfèrent faire du chant lyrique, c'est pas du tout, et je voulais savoir, en fait, pour vous, si vous aviez repéré des outils ou des méthodologies qui permettent d'avoir une meilleure, un meilleur traitement de cette dualité. Peut-être que ça veut dire, est-ce qu'il y a plus de représentation non seulement dans la formation, mais aussi dans la direction de l'établissement, dans les postes ou les échelles de pouvoir, pour avoir des personnes qui viennent de ces espaces qui sont dans les positions de pouvoir. Ce qui était intéressant du coup sur le cas que j'ai décrit, justement ce club de jeunes, le metteur en scène est un metteur en scène turc qui vient du quartier. Donc en fait ce metteur en scène a fait cette école, a fait ce club et après en fait a fait d'autres écoles et est devenu connu, etc. Et il a repris un peu la direction de cette école. Donc je pense que la question de la représentation, se voir, c'est important. Et par rapport à des outils, je pense que c'est de la co-construction En fait, c'est pas venir sur un territoire avec une palette d'activités qu'on peut proposer, mais c'est vraiment, comme ce dont on parlait ce matin, s'appuyer sur des acteurs qui sont déjà là, déjà présents, qui connaissent leur public, et co-construire avec le public qui vient, les acteurs, les intermédiaires, les partenaires, et créer quelque chose beaucoup plus précis en fait dans les projets. Mais ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, et pour le cas précis de ce théâtre, il ne dispose pas totalement en tout cas de cette possibilité-là. Je pense qu'on va conclure avec ces mots. Merci beaucoup pour ces interventions extrêmement passionnantes. Et merci à vous. Si vous avez vos affaires, on peut monter directement les pages de représentation. Ok, d'accord. Et on peut